Bonjour. Donc aujourd'hui, je voulais participer à l'humiliation de Thomas Joly, qui est l'organisateur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Mais avant, je voulais réinscrire cette cérémonie d'ouverture dans le cadre de mes théories, les théories que je développe dans mes vidéos. Alors avant tout, il n'est pas inutile de rappeler que dans ces vidéos, j'ai fait les meilleures analyses du marché immobilier au cours des 3 ou 4 dernières années. Si vous trouvez quelqu'un qui a fait de meilleures anticipations économiques, je vous invite à me le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Et même au-delà du marché immobilier, j'ai fait également d'excellentes analyses. Mais donc il y a plusieurs vidéos qui pour moi peuvent avoir un lien avec cette cérémonie des Jeux Olympiques. Donc je vais commencer par la dernière que j'ai fait, qui est donc une vidéo que j'ai fait il y a 5 mois qui parlait des taux d'intérêt. Je disais tout simplement que les taux d'intérêt n'allaient pas baisser en France. Alors à l'époque, quand j'ai fait cette vidéo, euh, c'était assez improbable parce que tout le monde se disait que la Banque Centrale Européenne allait baisser ses taux et que forcément il aurait une répercussion sur le taux à 10 ans français et sur les taux immobiliers. Et moi je disais, non, il n'y aura pas de répercussion, ou en tout cas pas une baisse des taux rapide comme on pourrait l'espérer, parce qu'il y avait trop de pression sur ces taux et que donc ces pressions allaient se transformer en accident sur les taux. Alors, pour voir ces pressions, il faut voir la vidéo, mais des accidents, j'en ai identifié 5, dont cette cérémonie des Jeux Olympiques. Alors, les 5 accidents, ça a été la crise en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais si, on a quand même essayé d'exporter un modèle de rentier totalement inefficace, doublé d'un pays où les services publics sont en crise et ne sont pas capables de faire face aux problèmes sociaux. Et donc, il y a un pays qui n'a rien d'aspirant, finalement. Et ça a mené à cette crise en Nouvelle-Calédonie qui coûte extrêmement cher, donc qui aura forcément un impact sur les taux, que ce soit en termes de prix ou en termes de réputation que ça donne à la France. Ensuite, deuxième accident, le fait que la Banque Centrale Européenne ait été forcée de baisser ses taux avant la Fed. Alors ça, c'est un coup magistral de la Fed. La Fed savait très bien qu'avec le niveau de dette des pays européens, on était obligé de baisser les taux de la Banque centrale, sauf qu'en fait, ils ont augmenté leurs taux avant, ils ont augmenté plus que nous, et ils les baissent après nous. Autant dire que la réputation de l'euro est complètement laminée. Donc c'est un coup brillant de la Fed, mais qui ne peut être fait évidemment que euh, bah, en utilisant la bonne santé de l'économie américaine à côté évidemment de la faiblesse de l'économie européenne. C'est juste, on va dire, c'est le dernier coup de grâce, quoi. Et ça aura évidemment un impact sur les taux à moyen et long terme. Ensuite, troisième accident, la dissolution de l'Assemblée nationale avec le lot d'incertitudes qu'elle engendre. Quatrième accident, la remise en cause de la retraite à 65 ans, alors qui est évidemment une catastrophe. Il faut remettre de toute façon les boomers au boulot, on n'aura pas le choix. De toute façon, s'ils veulent pas bosser, il faut bien qu'ils comprennent une chose, c'est qu'on ne sera pas capable de leur payer les soins médicaux dont ils vont avoir besoin, et de toute façon, on va aller vers une baisse de l'espérance de vie. Alors bon, voilà, ils veulent pas bosser, de toute façon, on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Mais évidemment, pour n'importe quel économiste, n'importe quel trader qui regarde la France, on se dit que ça n'a absolument rien de raisonnable et que ça aura forcément un impact très négatif sur les taux d'intérêt. Et enfin, cinquième événement, cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui commence par le fait d'insulter 4,2 milliards de croyants chrétiens et musulmans. Donc, pour certains, pour les chrétiens, Jésus est considéré comme un dieu, pour les musulmans, il est considéré comme un prophète. En tout cas, il n'est jamais considéré comme une grosse pute transsexuelle, en train de se goinfrer sur une table. Ça, c'est pas vraiment traditionnel. Ça aura évidemment un impact très négatif sur les taux, pour plusieurs raisons. D'abord, on insulte quand même la moitié de la population mondiale, et en l'occurrence, ça correspond à plus de la moitié de notre commerce extérieur. Alors évidemment, après, derrière, pour aller signer des contrats, pour vendre des sous-marins, etc., ça peut être très compliqué. Va vendre aujourd'hui des sous-marins à l'Arabie Saoudite après avoir présenté Jésus de cette façon-là, ça va être compliqué, honnêtement. Et puis, évidemment, l'impact sur les taux, il est évident. Enfin, je veux dire, pour que les taux soient bas, il faut que les gens aient envie d'acheter de la dette française. Et aujourd'hui,
ils ont encore envie parce qu'on fait partie du top 5 ou 6 des pays auxquels on pense pour avoir de la dette très sûre, sauf qu'on sait très bien que notre note va baisser, et donc nécessairement, il va falloir que les pays fassent un choix entre acheter de la dette, je sais pas, belge, portugaise, française, et s'ils ont le choix et que c'est un peu la même chose, c'est un peu kiff-kiff, est-ce qu'ils vont acheter de la dette d'un pays qui s'est permis d'insulter tout le monde et de se comporter vraiment comme des chiens, quoi? C'est pas certain. Alors, l'autre lot de vidéos dans lequel je voulais inscrire cette cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, c'est alors deux vidéos qui s'appellent donc Décennie 2020, Racines mathématiques de la crise, et également La chute de l'empire des boomers, dans lesquelles je parlais de darwinisme social et de la non-cyclicité du capital. Le darwinisme social, c'est une notion qui existait déjà, mais je ne le savais pas au moment où j'ai parlé de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai vu exactement, finalement, l'inverse de ce qui avait été théorisé jusque-là. Alors, ça, c'est lié au fait que j'ai une sorte de virginité académique en ce qui concerne toutes les théories économiques, et c'est pour ça que je suis bon, je pense, parce qu'ils sont tous très politisés et très formatés au niveau académique, et ils sont incapables, finalement, de voir la réalité en face. Alors, le darwinisme social, pour les communistes, c'était l'idée que les riches payent les meilleures écoles à leurs enfants, et que voilà, ils ont les meilleurs contacts, etc., etc. Et que du coup, les riches forment des riches. Moi, je vois exactement le contraire. C'est que pour moi, les pauvres sont soumis à des souffrances et des contraintes très importantes qui les amènent à évoluer, alors que les riches, à l'inverse, dégénèrent sous l'effet de l'aisance et de la facilité. Alors si on se place vraiment du côté de la biologie, puisque Darwin à la base c'est un biologiste, a priori c'est moi qui ai raison. Je suis d'accord que les riches forment des riches, c'est vrai. Mais sur le long terme, en fait, les riches forment des pauvres. Les riches forment des gens qui dégénèrent, qui ne sont pas capables d'innovation, alors que les pauvres forment des gens forts, habitués à la souffrance, habitués à bien se comporter, habitués à travailler, à innover, à chercher des solutions. Et donc, du point de vue biologique, le darwinisme social, c'est évidemment l'évolution des pauvres et la dégénérescence des riches. Et donc ça va se coupler avec une autre notion que j'avais abordée, qui est la non-cyclicité du capital. J'expliquais que le fait que le capital ne soit pas cyclique mène nécessairement finalement à des crises, parce que tout est cyclique dans la nature. Alors parce que ça amène à une mauvaise utilisation de la consommation, mais également le problème c'est que ça amène les riches à avoir énormément de pouvoir. Et en fait ces deux notions vont se fusionner parce que étant donné que les riches ont énormément de pouvoir et qu'en même temps, c'est eux qui ont le plus d'aisance, plus de facilité, c'est eux qui vont dégénérer le plus et ils vont amener la société entière à dégénérer parce que tout simplement, c'est eux qui prennent le plus de décisions. Mais ça va plus loin que la prise de mauvaises décisions par stupidité et dégénérescence. On a le sentiment qu'il y a quelque chose de volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autodestruction. Alors, qui est menée par l'élite et qui mène à l'autodestruction du pays. On voit plein d'actes d'autodestruction du pays, mais en particulier dans cette cérémonie des Jeux Olympiques. Mais finalement, pourquoi? Parce que ils ont énormément de facilité, ils n'ont aucune difficulté à aucun moment, et ils se font chier. Ils ont une vie qui est vide de sens, ils n'ont aucun... en fait, ils sont dans une très grande pauvreté intérieure, malgré cette aisance extérieure. Et finalement, il faut détruire. Ils mènent à l'autodestruction. Ils ne veulent même pas avoir de descendance. Voilà, ils sont dans la destruction. Cette cérémonie des Jeux Olympiques, c'est finalement un enterrement de la civilisation française. C'est un suicide collectif. Alors maintenant que j'ai dit ça, il est temps de participer à l'humiliation de Thomas Joly, qui a donc tenté de porter préjudice finalement à la réputation de Jésus et également d'insulter 4,2 milliards de croyants dans le monde. Alors il me semblait totalement inutile d'essayer de défendre Jésus, Jésus se défend tout seul, mais par contre, puisque on s'intéresse à la réputation de Jésus, je me suis dit, intéressons-nous à la réputation de Thomas Joly. Alors Thomas Joly, on s'en fout, on va pas s'intéresser à lui-même, on va pas faire une recherche sur lui, puisque voilà,
Il n'a pas fait de recherche sur Jésus de son côté. Par contre, on va s'intéresser à sa réputation. Alors, il m'est apparu 7 points, dont le 7e est le plus important. Donc je le citerai à la fin. On va commencer par les premiers. Alors la première chose, c'est que Thomas Joly est un homosexuel. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas intéressant, on ne peut pas caractériser une personne par ça. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Sauf que, en fait, c'est bien le message, le premier message qu'il veut faire passer. Hein, on voit quelqu'un qui apparaît avec un débardeur ridicule et complètement maniéré. Il y a des millions d'anonymes homosexuels qui sont discrets, hein, qui sont médecins, militaires, paysans, bref, qui se caractérisent par plein de traits de caractère et qui n'ont pas le souhait de montrer en premier lieu, hein, de faire passer ce premier message qu'ils sont homosexuels. Bon, Thomas Joly, c'est quelqu'un quand même qui a fait des études en communication a priori, j'espère en tout cas qui connaît ce que c'est que la communication, et son premier message, hein, c'est de nous montrer que il a des manières d'homosexuel, il est avec son petit débardeur ridicule, bref, c'est un homosexuel. Donc quel est son premier message à Thomas Joly? En fait, c'est qu'il a envie de nous parler de son anus et de son pénis. Et en fait, ça m'intéresse absolument pas, Thomas. Enfin, je suis désolé avec toi, mais j'ai pas envie. Déjà, c'est le premier message que tu as envie de me faire passer. Moi, j'ai pas envie d'engager une discussion avec toi à ce sujet, parce que ton anus, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et donc, en fait, je me dis que c'est un personnage qui est complètement inintéressant, en fait. Deuxième chose, c'est que je vois tout simplement un personnage outrancier, agressif, grossier, puis intolérant. Alors, agressif gratuitement, parce que les musulmans et les chrétiens, ils n'ont rien demandé à Thomas Joly. Ça, évidemment, je le vois par le fait qu'il ait blasphémé la scène en mettant à la place de Jésus une sorte de gros transsexuel avec des seins énormes et puis à moitié à poil. Alors, il va me dire non, c'est pas vrai, c'était pas la scène, c'était le banquet de Bacchus, etc. Et là, ça m'amène au troisième point, c'est, je vois de la lâcheté chez cette personne. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on sait tous très bien que c'était pas le banquet de Bacchus, ou à la limite, si c'était le banquet de Bacchus, il faut vraiment être complètement idiot pour ne pas avoir remarqué la ressemblance avec la scène, tout simplement. Et en réalité, c'était de la lâcheté préméditée, c'est-à-dire qu'il avait placé le fanfaron bleu là au milieu pour faire un petit peu, voilà, pour sortir de secours en se disant, je vais me moquer de Jésus, et puis si ça passe pas, je dirais que c'était le banquet de Bacchus, voilà, donc lâcheté préméditée, pitoyable. Alors sur le plan artistique maintenant, bon, on peut dire qu'il y a quelques bonnes idées, il y a probablement un sens de l'organisation, de la communication avec les artistes, etc. Voilà, du timing, de savoir faire un calendrier. Ça, on peut quand même dire que ouais, c'est quelqu'un qui sait remplir un tableur Excel et puis faire remplir un agenda, d'accord ? Bon, par exemple, le fait qu'il ait fait une allusion à Assassin's Creed, c'est intéressant pour les jeunes qui ne connaissent pas Paris et à qui ça fera un petit rappel. Voilà. Il y a quelques idées intéressantes, mais globalement, c'est quand même pas extraordinaire. Alors oui, le fait de sortir les JO du stade, très bien, mais si c'est pour aller insulter tout le monde, à la limite, il vaut mieux les laisser dans le stade, hein, parce qu'en fait, les JO, c'est quand même un événement sportif. Alors, l'avantage de ces événements sportifs, c'est que ça permet de réunir tout le monde sur un consensus, hein, on est content, on regarde un ballon, etc. Ça évite de parler des problèmes. Si c'est pour venir dire aux gens, regardez, votre prophète, c'est une grosse pute, franchement, là, il valait mieux rester dans le stade. Mais surtout, ce qu'on peut dire sur le plan artistique, c'est qu'il y avait une tentative d'être subversif, voilà, en étant anticlérical, anti-traditionnel, voilà, c'était waouh, je suis vachement anticonformiste, génial. Sauf que mon pauvre Thomas, mais était dans un conformisme absolument pitoyable. Tu comprends, ça, c'est l'idéologie des boomers depuis les années 1980 aux années 2010, et ça n'a absolument rien d'original sur le plan ni intellectuel ni artistique. Bon, j'ai pris un soin là, de dire jusqu'aux années 2010, parce que en réalité, hein, depuis 2010, on n'est même plus là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, les boomers, c'est déjà complètement has-been leur théorie. Hein. On est plus en mode
papy-moom et même en mode décès du papy-moom. Et finalement, en fait, on a le renouveau du christianisme chez les jeunes, on a énormément de conversions à l'islam, et ton idéologie subversive, elle n'a aucun dynamisme, elle n'a aucun peps. C'est vraiment une idéologie de vieux, et puis de vieux bourgeois qui se bourrent de caviar, de foie gras, et de pavés de bœuf, quoi. Donc si tu veux, la subversivité ici, là, je la vois pas du tout. Tu es complètement soumis, au contraire, au niveau intellectuel, soumis au système à mort. 6e point, j'ai l'impression que mon pauvre Thomas, sur le plan intellectuel, t'es quand même pas un génie. Hein. Alors, peut-être que je me trompe, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que tu as choisi d'appartenir à un groupe d'anticléricaux et de les mettre en avant. C'est des gens qui sont totalement imbéciles, hein, sur le plan traditionnel, qui n'ont pas vraiment une grande culture générale, et malheureusement, on parle de ta réputation, et ta réputation, elle va avec. Moi, quand je te vois, je suis sûr que t'es un mec qui a même pas lu la Bible. Alors, on a mis un mec, quand même, à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, qui a pas lu la Bible. Bon, la Bible, c'est 1500 ans d'histoire française, ça a un impact extrêmement fort sur toute la civilisation française. Bon, voilà, les transsexuels, je suis pas sûr que ça ait un impact hyper important, si tu veux, sur la civilisation française à côté de ça, tu vois. Donc on peut dire que au niveau culture générale, mon pauvre Thomas, mais tu connais ni la scène de Da Vinci, ni la Bible, mais t'es vraiment... voilà, tu me parais être un imbécile de premier plan. Et enfin, si tu veux, la 7e caractéristique que je vois, hein, sur ta réputation, c'est en fait une grande caractéristique, c'est vraiment l'insignifiance. T'es quelqu'un de totalement insignifiant. C'est-à-dire que là, moi, j'ai fait cette vidéo en solidarité avec les chrétiens, puis aussi pour défendre un peu l'honneur de Jésus. Mais il faut quand même avouer un truc, c'est que je me suis fait terriblement chier à parler de toi. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire aux boomers athées ultra agressifs dans ton genre, c'est que leurs enfants, leurs propres enfants, les auront oubliés 3 mois après leur mort. Et c'est bien souvent le cas. Mais toi, Thomas, t'auras même pas d'enfants, quoi, tu vois. Alors, il y a des milliards d'anonymes. Le fait d'être un anonyme, le fait d'avoir de l'humilité, c'est pas un défaut. Mais toi, tu as décidé de t'attaquer à la réputation de Jésus. Et alors, si on fait un petit concours de réputation, si tu veux, entre toi et Jésus, je crois que t'es perdant, Thomas, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, Jésus, même toi, tu parles de lui. C'est-à-dire que 2000 ans après, même toi, tu parles de Jésus. Et puis, au-delà de toi, si tu veux, il y a des milliards de gens qui pensent à Jésus tous les jours, qui méditent ses paroles, et toi, personne n'a médité tes paroles, tu vois, même moi, je parle de toi, je regarde même pas ce que t'as dit, même pas ce que t'as fait, je regarde juste ta réputation, tu vois. Bon, Jésus et ses disciples, tu vois, c'est des gens, a priori, qui ont quand même une réputation un peu plus prestigieuse que la tienne. C'est également le cas, hein, pour Bouddha, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, tous ces gens-là, a priori, tu vois, ils te dépassent en réputation. Et donc tu vois cet aspect insignifiant de ta personnalité, donc finalement t'es le mec qu'on a envie d'oublier très rapidement, m'a inspiré finalement la lecture de 2 versets du Coran qui sont dans la sourate 45, qui sont les versets 33 et 34, donc je vais te les lire, parce que je pense que ça te concerne. Et il leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions, et ce dont ils se moquaient les cernera. Et on leur dira: aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de ce jour. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secours. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.